Bonjour à tous, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire et j'en profite tout de suite pour remercier nos trois panélistes que je vais présenter dans quelques secondes. Je m'appelle Yaya Fala, je suis cofondateur de Seven et Seven est une organisation avec une équipe passionnée par tout ce qui touche à la transmission de la connaissance. En 2024 d'ailleurs, on va fêter nos 10 ans, on en est ravis et globalement, on accompagne les entreprises sur tout ce qui touche au développement des compétences de leurs collaborateurs en développant des programmes personnalisés. On a notamment créé il y a 2 ans et demi, et c'est pour ça aussi qu'on fait toujours ce webinaire sur le thème du Chief of Staff, on a lancé un programme qui s'appelle BICOS, qui globalement a vocation à former des gens sur le métier de Chief of Staff ou des métiers connexes. C'est la seule formation aujourd'hui en France qui fait cela et on en est ravis. En janvier prochain, dans un mois, on va avoir notre 7e batch. Donc c'est super. C'est un programme aujourd'hui qui se développe de mieux en mieux et de plus en plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, parmi nos panélistes, nous avons, je vous laisserai deviner, une alumni du programme et aussi deux personnes qui ont été hosts, qui nous ont accueillis dans leurs locaux sur une journée avec l'ensemble des participants pour qu'on travaille sur des problématiques liées directement à leur quotidien de Chief of Staff. Je vais tout de suite passer la parole à nos trois invités du jour pour qu'ils se présentent. Simplement, nous avons Anne-Laure Lusurier aujourd'hui qui est Head of Talent et Chief of Staff chez TD Cenex, Amélie Juge qui est Chief of Staff chez Alma et Maxime Maintier qui a été nouvellement nommé Head of Responsible Business chez Fujitsu et qui est ex-Chief of Staff chez Fujitsu. Anne-Laure, je te passe la parole pour que tu puisses te présenter. Merci, bonjour tout le monde. Donc je m'appelle Anne-Laure et je suis, comme le disait Yaya, Chief of Staff et responsable du Talent Management chez TD Synnex. En deux mots, TD Synnex, c'est un distributeur de produits et solutions informatiques. Donc on achète et on revend du matériel, absolument tout ce qui existe sur le marché de l'informatique. On travaille notamment avec Fujitsu. Et donc moi, j'ai vraiment deux casquettes, une partie RH sur la partie gestion des talents, formation, un peu gestion de carrière, avec aussi la com interne et la marque employeur. Et je suis la Chief of Staff du CEO France Europe du Sud depuis quelques mois maintenant. Et je suis alumni de BICOS avec Seven. Génial, ravi. Merci beaucoup Anne-Laure. Amélie, je te passe la parole si tu pouvez te présenter en quelques mots. Enchantée à tous. Du coup, Amélie, moi, avant ça, j'étais investisseur en capital risque et j'ai rejoint Alma il y a 1 an et demi. Donc, j'ai commencé sur un poste un peu particulier qui était revenu Chief of Staff. Donc, j'ai d'abord accompagné le Chief Revenue Officer de la société et je suis passée il y a à peu près 6 mois maintenant en tant que Chief of Staff du coup des CEO et CEO de l'entreprise. Donc, on va parler de cette dichotomie si vous voulez. Et aujourd'hui, Alma, c'est une société qui a maintenant 5 ans. On est à peu près 350, basée en France, mais aussi avec des bureaux en Europe. Et on propose des services de paiement et de paiement en plusieurs fois, paiement fractionné. Pour vos courses de Noël, ce sera parfait pour tout le monde. Ravie de pouvoir participer à ce panel. Génial, merci beaucoup pour ta présence, Amélie. Maxime, je te passe la parole. Alors, en plus, on me dit dans l'oreillette que Maxime est à Dubaï actuellement pour la COP. Voilà, on est ravis de l'avoir quand même pour ce webinaire. Maxime, je te passe la parole pour que tu te présentes. Je me suis enfermé, j'ai quitté les 40 degrés de Dubaï pour ce webinaire, ravi de participer. Donc, c'est les joies du nouveau rôle, de pouvoir participer à ces événements internationaux. Donc, Fujitsu est une entreprise japonaise dans le secteur de l'IT. C'est l'un des géants japonais, si vous voulez. Le positionnement, c'est comme on peut avoir Atos, Capgemini ou même Accenture en France. Donc, on produit à la fois du matériel informatique qui est revendu par TD Synnex, par exemple, donc par des grossistes. On fait le service autour, donc le support informatique pour des grosses boîtes, surtout du CAC 40 et du SBF 120. Et aujourd'hui, on se transforme, et donc ça, c'est le thème de la journée, puisqu'on se transforme vers le conseil, donc le conseil IT, et même le conseil vers des problématiques plutôt durables. Et là, c'est ma nouvelle responsabilité. Et en termes de Chief of Staff, j'ai eu la chance de travailler pour trois DG différents, puisqu'il y a eu une évolution, un changement de DG. Donc, je suis arrivé dans cette fonction chez Fujitsu et j'ai fait ça pendant 1 an et demi pour trois DG différents. Trois DG différents en 1 an et demi. Je pense que là, tu es passé maître de gestion du changement. Euh, Voilà. c'est génial de Du changement t'avoir de DG en tout cas. C'est génial de t'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime. Je vous propose de tout de suite passer au sujet donc du jour, qui est la conduite du changement et le rôle clé que peut avoir le Chief of Staff dans la gestion de ces différents changements à mener au sein d'une organisation. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec Amélie, qui a d'ailleurs un exemple assez passionnant chez Alma sur l'évolution du prix de leurs produits.
L'exemple me paraît particulièrement intéressant et on va démarrer par celui-là parce qu'il peut toucher autant les parties prenantes en interne de l'organisation qu'en externe de l'organisation. Amélie, je te passe la parole si tu peux nous en dire quelques mots sur ce projet que tu as eu à mener chez Alma de front quand tu étais arrivé. Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, en fait, ça me permet de relier un peu les deux postes de Chief of Staff que j'ai pu occuper. Aujourd'hui, maintenant, en tant que Chief of Staff CEO, il y a une vraie question de la conduite du changement au niveau global de la société. Comme beaucoup de startups, en fait, dans l'écosystème, il y a beaucoup de startups qui se sont dit, bah, en fait, on était dans l'hypercroissance et tout le monde était un peu dans cette voie-là. Et il y a eu un peu un rebasculement sur la dernière année vers beaucoup plus de rentabilité, d'aller chercher de la profitabilité. Et du coup, tout ça, ça s'est accompagné par beaucoup de changements, à la fois, bah, organisationnel, stratégique, de communication, culturelle même. Et ça, c'est une responsabilité bien sûr inhérente des cofondateurs et le chief of staff est aussi bah, en fait un maillon hyper fort pour gérer ce changement plus global. Mais parler un peu de cet exemple de changement stratégique et culturel, c'était trop large. Donc pour moi, en fait, la partie pricing, c'est inscrite en fait dans cette démarche de conduite du changement. Et cette partie pricing, moi, je l'ai occupée avec la fonction de Chief of Staff Revenu, parce que j'occupais cette fonction-là sur le début de l'année. Donc en fait, c'est en début d'année, nos On parle de investisseurs, début 2023, c'est ça? c'est ça, début Est-ce que d'année tu peux 2023. recontextualiser rapidement, Alma, combien vous étiez peut-être en début 2022, à combien vous étiez? Moi, je sais que vous avez eu une phase de hyper-croissance. C'est ça. Alors Et moi, quand je puis, suis arrivée dans la société, c'était en mai 2022, on était 200. En fin d'année 2022, on était 400. Donc du coup, au début du projet, on était 400 employés et déployés sur bah, la France et toute l'Europe. Et du coup, c'est un peu posé la question de notre pricing. Pour l'instant, nous, en fait, Alma, on a une offre qui est assez simple, c'est-à-dire qu'on prend un pourcentage du panier moyen. Par exemple, vous achetez votre canapé chez Maison du Monde, bah, en fait, il va vous coûter 1 000 euros et nous, on va prendre bah, X% de ces 1 000 euros qui va nous permettre en fait de gérer notre business. Donc on est un business avec beaucoup de volume et des faibles marges. Et donc toute la question c'était de savoir en fait quelle était la value proposition de notre produit et comment est-ce que notre pricing reflétait cette value proposition. Sauf qu'aujourd'hui en fait on avait le business model le plus simple de l'univers qui était on prenait juste un pourcentage sur ce pricing là. Donc en fait on a divisé le projet en deux parties. Il y avait une partie qu'on a appelée price optimization qui était une partie de justement essayer d'évaluer la capacité à augmenter nos prix sur l'entièreté de notre base marchand. Mais pour vous donner un peu des chiffres, aujourd'hui, on a à peu près 14 000 marchands qui vont de bah, votre grand-mère qui peut vendre ses affaires sur Etsy à Maison du Monde ou SNCF dans nos plus grands marchands. On vend à la fois en ligne et en magasin, en France et à l'international. Certains marchands qui sont bien sûr suivis par des customer success et certains qui ne sont pas suivis et qui sont juste en self-serve. Donc, ça crée pas mal de complexité opérationnelle. Donc, moi, il y a une grosse partie de ma mission qui était de gérer, en fait, comment est-ce qu'on augmente nos prix sur nos bases marchands avec des différences opérationnelles assez fortes en fonction de, bah, si on est à la SNCF, on va pas leur parler de la même manière pour augmenter les prix que si on est de la long tail qui arrive en self-serve. Et il y avait une deuxième partie à ce projet-là, que là, on est en cours de travail dessus. C'est on peut réfléchir à notre business model au niveau global, de se dire qu'aujourd'hui, on a juste un pourcentage par rapport au panier moyen, mais est-ce que demain, on pourrait potentiellement changer notre business model pour aller chercher, par exemple, un prix fixe plus un prix variable? Est-ce qu'on va aller chercher de l'abonnement? Est-ce qu'on veut différencier ce pricing-là en fonction des segments qu'on adresse? Donc ça, c'est un projet qu'on est actuellement en train de mener et qui, du coup, va occuper à la fois bah, l'année 2023 et sur la partie business model l'année 2024. Donc, mon rôle dans ce projet-là, ça a été en fait de coordonner le projet de manière très concrète j'avais un objectif d'augmentation des prix et donc d'augmentation de la marge pour Alma sur H1 2023. Et là, je suis sur une deuxième phase du projet qui est un peu plus exploratoire et discovery, d'essayer d'aller voir toutes les équipes en interne de la société pour comprendre bah, quels seraient les prérequis pour potentiellement modifier notre business model. Et donc ça implique bien sûr bah, notre stratégie, donc notre positionnement d'entreprise. Et donc, c'est un projet qui est porté au niveau Chief of Staff. pour Voilà. intéressant en plus dans ce que tu viens de dire, c'est le fait d'avoir découpé ce projet en différents petits projets, plus petits projets peut-être, petits bouts, Ouais. qui est un des éléments de succès dont on essaiera de parler un tout petit peu plus tard, là, un peu plus loin dans cet échange. Comment réussir à bien mener un changement, peut-être en le découpant justement de façon à y voir plus clair et pouvoir avancer de façon plus concrète. Merci pour cette présentation, Amélie. Juste une petite question en interne, question assez précise, hein. En interne, le principal challenge quand tu as eu à travailler sur ce nouveau pricing, ça a été quoi? Je pense qu'il y avait... En 20 secondes, Ah,
Le plus gros principal challenge que challenge, tu as eu en interne, c'est quoi? On développera un peu plus tard. Le principal challenge, ça a été de définir quel était mon rôle en tant que chief of staff dans la gestion de ce projet-là, qui est souvent en fait une des problématiques quand on est chef d'orchestre. Les gens se disent qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un pour faire le lien et en fait, on se rend vite compte que quand il n'y a pas de lien, ça avance pas forcément assez vite dans la bonne direction et avec les bons milestones. Ok, donc trouver ton rôle dans ce changement à mener. Tout à fait. Est-ce que ça a été challenging par rapport à tes pairs au sein de l'entreprise? Il y a une vraie justesse de positionnement à trouver et il y a même moi-même qui au début pensais pas que c'était à moi de porter ce projet qui devait être projet par d'autres équipes. Donc il y avait un côté aussi affirmer le fait qu'il y avait un besoin, que je pouvais répondre à ce besoin et ensuite trouver en fait la justesse de quel était mon périmètre, quel était mon rôle par rapport aux équipes Customer Success, par rapport aux équipes produits, par rapport aux équipes finance et comment est-ce que je faisais la jonction entre toutes ces équipes pour mener le projet. Ouais, c'est un sujet récurrent, c'est-à-dire c'est pas seulement comment toi tu te positionnes par rapport aux autres, c'est aussi la perception des autres par rapport à ta position. Donc il y a un peu ce double challenge à relever pour bien se positionner justement et pouvoir bien mener le projet. Génial, génial, génial. Anne-Laure, sans transition, je te passe la parole sur ton projet à toi que toi, tu as eu à mener en interne. Sans dire ce que c'est vraiment quelque chose qui concerne toute l'entreprise, tous les collaborateurs de la boîte en France. Dis-nous en plus. En ce moment, on travaille sur un projet, alors il n'est pas encore abouti, hein, parce que c'est un long projet. On travaille sur le déménagement de nos locaux. Et la particularité de ce projet-là, c'est qu'en fait, il y a un peu 3 projets en un. Donc TD Synnex, un peu pour remettre un peu de contexte, en France, on est environ 800 personnes et on est présent sur 2 sites majoritaires. On a quelques personnes 800 en personnes réseau, en mais France. 800 personnes en France et 23 500 dans le monde. Et donc en France, on est répartis sur 2 sites. Un site qui est à Bussy-Saint-Georges dans le 77, où on a aussi notre entrepôt logistique de 50 000 mètres carrés. Et ensuite, on a des bureaux aussi à Colombes dans le 92. Et donc, on a 3 projets parce qu'aujourd'hui, les 2 projets de déménagement principaux, c'est de déménager les bureaux, donc vraiment toute la partie office de Colombes et de Bussy, qui déménagent en même temps dans 2 lieux différents. Et on a aussi la suite des bureaux, enfin de la logistique qui reste à Bussy pour l'instant. Et donc, il y a un troisième projet là-dessus qui est en cours, en parallèle. Et donc, c'est un projet qu'on mène depuis déjà plusieurs mois et qui s'aboutira pour les bureaux en septembre l'année prochaine, 2024. Et puis pour la logistique, c'est un petit peu plus long, puisqu'il y a quand même beaucoup plus de volume, de matériaux, de techniques derrière, etc. Génial. Et il me semble qu'il y avait le sujet aussi, comme tu disais, de flex office. Donc là, c'est carrément un changement d'état d'esprit, en tout cas de fonctionnement du lieu de travail. C'est un vrai changement de paradigme parce que on est dans nos locaux déjà depuis 99, enfin 1999, donc il y a toute la notion déjà de vétusté, de mobilier, etc. Qu'il faut renouveler et cette notion de flex office puisque le télétravail est devenu maintenant quelque chose qu'on fait toutes les semaines et c'est vraiment dans nos habitudes depuis le Covid, ce qu'on n'avait pas avant le Covid ou très peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on revoit nos modes de fonctionnement et on a instauré cette notion de flex office avec du coup la disparition des bureaux individuels ou des bureaux nominatifs qui, on sait, on y reviendra peut-être plus tard, inquiète pas mal nos collaborateurs. Donc, c'est un des principaux sujets qu'on va aborder dans le change en ce moment. Génial. Comment est-ce que ce projet t'est tombé dessus? C'est-à-dire toi qui es responsable des talents et du développement et de la formation, en tout cas qui participe activement au sein du groupe et qui est aussi chief of staff auprès du dirigeant. Comment est-ce que ce projet-là t'est tombé dessus et comment est-ce que tu t'as essayé de le prendre et de le mener? En fait, il y a eu 2 phases dans le projet. Il y a eu une première phase dans laquelle j'étais pas inclus vraiment, c'était il y a à peu près 2 ans, parce que notre premier projet au départ, c'était, simplement, rénover nos locaux actuels. Et puis, bon voilà, on a commencé à lancer les choses, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que c'était pas la bonne direction. Ça nous coûterait trop cher, que ce serait plus simple en fait de prendre des nouveaux locaux. Donc on a arrêté le projet et c'est là où ça a généré aussi beaucoup de frustration. Et entre-temps, mon poste a évolué parce qu'à l'époque, je faisais vraiment que la formation gestion des talents. Entre-temps, j'ai récupéré aussi la com interne, la marque employeur et la notion de chief of staff avec le CEO France. Et c'est vrai qu'en fait, on avait besoin, je reprends ce que dit Amélie, d'un lien entre le terrain, la direction, la communication aussi. Et c'est assez naturellement finalement que j'ai repris, alors je suis pas chef de projet, mais que j'ai pris la partie justement communication et change pour les projets workplace.
puisque comme je gère aussi la communication du CEO et que c'est lui qui porte en tant que sponsor du projet la communication très officielle de nos projets, ça faisait vraiment un sens d'être le lien et le liant dans toute cette notion de projet workplace. Ok, je vois totalement. Quel a été ton plus gros challenge, du coup, le plus gros défi que tu as eu à relever par rapport à ce sujet ou la plus grand obstacle, difficulté peut-être auquel tu as été confronté? Alors il y en a plusieurs, on n'a pas encore forcément tout résolu, mais déjà il y a redémarrer un projet qui a généré beaucoup de frustration quand il s'est arrêté. Donc en fait, c'est déjà réengager les collaborateurs, réengager les équipes projet, parce qu'on avait investi quand même beaucoup de temps et d'énergie dans ce premier projet, reposer les bases et surtout la première étape qui a pris quand même un peu de temps, c'était de s'assurer que Codir était aligné sur la décision et l'ambition de ce projet. Puisqu'au tout début, on avait pensé à se dire, OK, on rassemble toutes les équipes, à part la logistique, on rassemble toutes les équipes sur un seul site plus proche de Paris pour attirer des talents, aussi, voilà, capter le marché des talents parisiens, parce que là, on est quand même un peu éloigné, etc. Et puis, bah, il y a aussi cette notion de casser les silos, rapprocher les équipes, etc. Et puis, on a passé beaucoup de temps à analyser tout ça, et ça a été un gros challenge d'analyse, de se poser, de s'assurer qu'on donne le bon why, le bon pourquoi, les bonnes ambitions au Ouais. projet. Et puis finalement, on a décidé de rester sur 2 sites distincts pour impacter le moins possible les collaborateurs et leur temps de trajet. En fait, en analysant tout ça, on s'est rendu compte que quand même les collaborateurs, à force, après toutes ces années, bah, s'étaient installés aux alentours des bureaux. Donc ça a été un premier. Le deuxième, c'est bah, effectivement réaligner tout le monde, les rôles, responsabilités de chacun, redéfinir vraiment les scopes de toutes les parties prenantes, réengager les collaborateurs, recommuniquer positivement sur ce projet-là, parce que c'est difficile de, voilà, de dire bah, on a tout arrêté, on recommence, en respectant les temps sociaux avec les élus, etc. Donc il y a toutes ces notions aussi dont on doit tenir compte. Et les prochains challenges qu'on n'a pas encore totalement résolus, c'est effectivement le flex office et la présence au bureau. Puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que, bah, comme je pense toutes les entreprises, les bureaux sont assez vides les vendredis, un peu les lundis, mais qu'avec le flex office, on sera aussi obligé bah, de s'étaler sur les 5 jours de la Ouais. semaine pour que les locaux soient fréquentés de manière assez équitable et confortable. Donc c'est aussi un des sujets qu'on est en train d'adresser. C'est passionnant là avec les deux exemples qu'on vient d'avoir et je vais passer la parole à Maxime. On voit déjà que tout changement quasiment apporte toujours son lot de frustration et on se pose toujours la question de comment on maintient l'engagement des collaborateurs, comment est-ce qu'on explique ce changement, comment est-ce qu'on explique ne serait-ce que l'idée de faire ce changement-là, c'est-à-dire pourquoi au final changer son pricing, pourquoi changer de locaux, pourquoi passer en flex office, pourquoi faire telle ou telle chose de façon à pouvoir obtenir l'engagement des collaborateurs. Pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller regarder les travaux de Cutter, ça s'appelle les 8 étapes de Cutter sur le changement qui sont assez passionnants là-dessus. Et la première étape qui est le fait de créer un sentiment d'urgence, alors c'est un peu barbare de le dire comme ça, mais avec la théorie du burning platform est vraiment passionnant là-dessus à dire voilà pour pouvoir initier un changement, il faut déjà qu'on adhère tous à la nécessité de faire ce changement-là. Je passe tout de suite la parole à Maxime parce que là, on va avoir un exemple encore différent sur le lancement d'un nouveau produit, un nouvel axe en termes de business chez Fujitsu France, mené justement par Maxime. Et je pense que là, ça va être intéressant aussi parce que, idem, on est tant sur un changement à gérer en interne pour embarquer les différentes parties prenantes qui peuvent contribuer au lancement de ce nouveau produit mené par Maxime et aussi aller chercher, on va dire, des parties prenantes externes à qui on pourra vendre potentiellement le produit et les services proposés. Maxime, je te donne tout de suite la parole. Merci, Aya. Ce que je trouve intéressant, c'est ce que tu disais, Laure aussi, Anne-Laure, c'est il y a la nécessité d'avoir quelque chose au-delà du métier de chief of staff parce qu'on est souvent en fait dans l'ombre du DG ou en tout cas on est très proche du DG et donc c'est compliqué de se différencier et je trouve que c'est intéressant parfois d'avoir dans ce rôle des projets qui sont vraiment les nôtres, qui sont même pas les projets du DG et parfois d'avoir potentiellement un double rôle comme tu peux avoir Anne-Laure et donc pour moi ça s'est fait progressivement parce qu'il y a eu la création d'un rôle au niveau de la RSE, donc de faire en sorte que notre entreprise soit plus green et engage ses parties prenantes pour qu'elles le soient aussi. Et puis progressivement,
on a essayé de voir comment est-ce que ça pouvait aussi aider à adresser nos clients autrement et qu'on puisse accompagner nos clients dans leur stratégie net zéro. En gros, on a fait le constat assez simple que du fait de la CSRD, la plupart de nos clients avaient commencé à reporter leurs performances extra-financières, qu'ils s'étaient fait accompagner par des cabinets de conseil et que là, on arrivait à la phase où ils allaient devoir s'occuper de leurs outils informatiques pour pouvoir piloter toute leur data environnementale. Et donc là, il y avait un vrai rôle de l'IT, mais un vrai changement culturel pour nous parce qu'on ne fait pas uniquement de l'IT et de la gestion de data, on doit s'adresser vraiment au métier de nos clients. Donc là, aujourd'hui, le business de Fujitsu est très tourné autour du monde de l'IT et donc avec des relations au sein des DSI de nos clients. Et donc là, il faut parler au directeur de la stratégie, au directeur RSE, il faut leur parler de bilan carbone, il faut leur parler de stratégie de réduction. Donc, il faut engager des personnes au-delà de Fujitsu, il faut recruter de nouvelles personnes, il faut former les personnes chez Fujitsu, il faut éveiller les consciences, il faut sensibiliser. Et puis, il faut engager des partenaires qui ont la connaissance et qui ont aussi les bons métiers et puis les bonnes solutions informatiques pour pouvoir le faire. Donc c'est un changement assez global et une vraie conduite du changement qu'on mène depuis au moins 6 mois et sur lequel là aussi il y a des premières réussites et des premières difficultés. Alors t'es en mute, Yaya, excuse-moi. Pardon, autant pour moi, ça arrive même au meilleur. Avant de nous parler des réussites, parle-nous des difficultés, du plus gros challenge que tu as. Je veux dire, là, on est sur un thème, je veux dire, qui a priori est assez, excusez-moi le terme, mais assez attrayant, assez sexy. On se dirait, bah tiens, la RSE, etc., c'est dans l'air du temps, ça va être facile à mener, à engager les gens, les collaborateurs, tout le monde pousse dans cette direction-là. Et en même temps, comment est-ce que toi tu le mènes? C'est-à-dire vraiment concrètement, quand tu vas aller voir un département, un collaborateur pour lui dire, OK, il faut que tu m'aides sur tel et tel sujet et que ce n'est pas directement dans son scope et que tu n'as pas de relation hiérarchique avec la personne, tu vois. Comment est-ce que tu vas l'engager? Ça, c'est une question que moi j'ai pour toi, mais de manière un peu plus large, ça a été toi, quoi ton plus gros challenge là depuis le lancement justement de ce produit et de cette activité chez Fujitsu? Ouais, je pense que tu as raison sur l'aspect comment est-ce qu'on engage les gens. Donc tout le monde est pris dans son travail au quotidien. Les boîtes sont naturellement assez silotées et quand on a un grand groupe, c'est forcément le cas. Et la RSE, ça doit forcément être transversal. On doit pouvoir parler à l'ensemble des métiers et pouvoir bénéficier en fait de l'expertise de chacun pour pouvoir réussir. Et donc, à mon avis, il y a un vrai mouvement générationnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens de notre génération, Laure et Amélie, même Yaya, même si tu es un peu plus âgé que nous, je pense, il y a une volonté de faire changer les choses, d'avoir un impact dans nos entreprises. Et chez Fujitsu, on a une vraie fidélité à l'entreprise avec des personnes qui sont dans la boîte depuis plus de 20 ans. On a un tiers de l'entreprise qui a plus de 20 ans d'entreprise, donc une moyenne d'âge autour de 48 ans, ce qui est assez différent de notre concurrence dans le secteur de la tech, donc un secteur plutôt jeune et qui se renouvelle beaucoup. Et donc, il a fallu engager les personnes et leur montrer à quel point c'était important. Donc là, on a eu un vrai plan de sensibilisation. On a mis la fresque du climat pour tout le monde. Je suis passé dans toutes les équipes. J'ai beaucoup communiqué autour de ce qu'on faisait. Donc, il y avait, voilà, expliquer et puis faire intervenir des gens aussi en dehors. En gros, je pense que le plus frappant, c'est la force de l'exemple et c'est de montrer que nos concurrents le font, qu'on a des partenaires qui investissent dedans, qu'il y a vraiment un business qui naît et que le groupe prend cette stratégie-là. Donc, qu'en vérité, pour ceux qui sont pas convaincus que c'est nécessaire de le faire, eh bien, en fait, il n'y a pas le choix parce que le mouvement de l'histoire nous pousse vers ça, quoi. Passionnant en fait. Là, j'en apprends, hein, je n'étais pas au courant. Donc, il y a une partie éducation, formation que Ouais, j'entends, c'est-à-dire avec la fresque du climat, etc. Vraiment sensibiliser les collaborateurs, les former, les informer sur le sujet. ouais. Euh, et aussi, quand tu dis bah, montrer ce que font les concurrents, etc., il y a cette notion de nécessité, d'urgence du changement dont je parlais juste avant sur Cutter. C'est-à-dire que le monde, comme tu dis, va vers ça. Et il faut aussi que nous, on accompagne ce changement-là. Si on est une entreprise Fujitsu innovante sur ces sujets-là, on doit être précurseur, peut-être même sur cet axe-là. Euh, Passionnant et ça marche. C'est vrai que pour le coup, dans le secteur de la tech, c'est quand même un secteur qui est habitué à avoir beaucoup de changements et à se rénover. Enfin, Fujitsu est une boîte qui a 90 ans.
Mais 90 ans, on faisait pas du service informatique. C'est un monde qui a vraiment évolué. Donc, c'est une boîte qui est habituée à se rénover et à vraiment changer. Et où il y a cette forme de liberté. Donc là, c'est-à-dire que je suis quasiment libre de choisir les produits que je veux, d'adresser les clients que je veux et de faire les choses comme je veux, ce qui est assez différent des concurrents dans le secteur, à partir du moment où je garde la marque Fujitsu. Et donc, le groupe permet cette liberté. Donc ça marche plutôt bien. Maintenant, ça marchera vraiment quand on aura signé notre premier gros projet où on pourra montrer à tout le monde que voilà, on a signé quelque chose d'ampleur, que c'est rentable et que ça permet aussi d'engager des personnes dans des métiers qui là vont disparaître du fait de l'évolution technologique aussi. Ouais, c'est sûr, c'est-à-dire la dernière étape en fait de l'engagement qui est la démonstration par l'exemple Exactement. où tu vas montrer de manière concrète que ça a marché. C'est tout ce qu'on te souhaite dans ce nouveau projet que tu es en train de mener. J'en profite pour dire à tous les participants que vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Il me semble qu'il y a un chat prévu pour ça. On a notre collaboratrice Estelle Marais qui pourra soit vous répondre à l'écrit directement, soit on prendra les questions et on les posera directement à nos panélistes qui pourront y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, et je voulais revenir sur ton exemple, Amélie, parce que tu as à un moment donné parlé de changement culturel aussi, sur ce switch qui a pu y avoir début 2023 entre une entreprise en hypercroissance qui allait essayer de conquérir des parts de marché à une entreprise qui va commencer à chercher peut-être une notion de rentabilité. Ça paraît facile, mais extrêmement difficile. Là, j'ai envie de faire un zoom vraiment sur l'aspect culturel en interne par rapport aux collaborateurs, au quotidien, comment ça s'est passé et comment est-ce que tu as dû mener, peut-être même communiquer là-dessus. Waouh, grande question. Je pense j'ai pas forcément la réponse, mais en tout cas, j'ai pas mal réfléchi au sujet. Nous, en fait, en début d'année 2023, il y a eu un peu un sujet en interne où, en fait, il y a eu deux C-level dans la boîte qui avaient pas forcément la même vision de quelle était la culture chez Alma et comment elle se définissait. Et en fait, on peut avoir tendance à se dire que bah, la culture, c'est quelque chose qui est un peu bullshit, qu'on ne ressent pas vraiment, etc. Je pense que j'ai un avis qui est vraiment très tranché à l'inverse pour avoir vu ce que ça faisait, de justement avoir en fait pas de clarté de qui on est en tant qu'entreprise, de comment est-ce que ça se décline ensuite dans notre manière de communiquer, dans notre manière de travailler, dans notre manière d'être évalué, dans notre manière de recruter, d'onboarder. Et donc en fait, pour moi, la culture, elle est vraiment clé. La communication par rapport à cette culture, et en fait, c'est pour moi le pendant de la chose, elle est clé aussi. Et du coup, pour engager les équipes et les réonboarder, il y a eu une première étape de clarification de en fait quelle était la culture d'Alma, qui on est, quelles sont nos valeurs en tant qu'entreprise et les éléments qu'on a envie de pousser en avant. Donc c'est facile de le dire comme ça. Donc bien sûr, on a dû communiquer sur quelle était notre culture, mais ensuite on l'a bien sûr intégré dans notre process de performance review. Donc à la fin de l'année, on demande aux Almakers de dire comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à cette culture. On l'a mis en place dans nos processus de recrutement, dans notre processus d'onboarding. On a repris aussi notre page externe avec Welcome to Jungle, notre site web pour être capable d'aligner en fait cette culture interne avec la culture externe. Et du coup, le volet communication a été un gros élément de justement créer ce changement culturel. Enfin, chez Alban, on n'était pas exceptionnellement fort sur tout ce qui était la com interne. Et du coup, moi, ça a été une des missions qui m'a été donnée quand j'ai repris le poste avec le CEO et le CEO, de définir en fait qu'est-ce que c'était que bien communiquer chez Alma et comment est-ce qu'on faisait pour engager les personnes. Et ça, c'est absolument primordial, surtout qu'on est justement dans un moment un peu de grand chamboulement dans une entreprise où en fait, il y a beaucoup de personnes qui avaient rejoint Alma quand on était 10, 20, 60, qui étaient sur une aventure, on faisait du x3 tous les ans en termes de masse salariale, en termes de croissance de la masse salariale. Et en fait, on est complètement sur un autre paradigme. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les engager, enfin, le relier avec notre culture de société et s'assurer que la partie aussi, que j'appelle people, de carrière path, de trajectoire dans l'entreprise est complètement alignée. Donc, nous, on a un de nos grands piliers dans la culture, ça s'appelle le test, learn, repeat. C'est un peu un côté très itératif, on essaye des choses, on n'a pas peur de les casser et on apprend de nos erreurs, qui, pour le coup, fait qu'on est plutôt une société qui a pour vocation à, je ne vais pas dire glorifier, mais en tout cas à mettre en avant tout ce qui est changement en interne. Génial. Tu parlais de bien communiquer en interne. S'il y avait un ingrédient pour toi pour faire une bonne communication,
en interne, un seul ingrédient. Il y en a Ouais. d'autres Bah beaucoup, là, hein. Ce je serait suis en lequel? plein dedans. Pour moi, c'est un peu définir tes séquences de communication et du coup tes personas de communication. Tu as différents niveaux. Tu as le niveau des leaders entre eux. Tu as le niveau des comités de direction, que nous on appelle les DIRCO. Ensuite, moi, j'ai créé un autre niveau qui s'appelle les functional leaders, qui sont tous les N-1 des membres du DIRCO. Et ensuite, il y a les Allmakers. Et du coup, pour chaque strate, je vais avoir une stratégie de communication qui va être différente. Hmm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les deux co-founders prennent une décision, où on a envie d'insuffler une nouvelle direction dans la société, ben, en fait, on doit déjà onboarder notre comité de direction qui doit être ensuite capable d'onboarder leur N-1 avec des formats peut-être plus petits où ils vont pouvoir les onboarder. Et eux-mêmes, en fait, si cette layer-là de mid-management n'est pas capable d'être onboardé, en fait, ça ne fonctionne pas. Et après, il y a la partie communication à toute l'entreprise avec des Hollands qu'on a tous les mois, etc. Mais pour moi, en fait, la communication, il y a déjà un message pour être retenu. Je crois qu'il doit être répété 7 fois par 7 canaux différents. C'est vraiment que de la répétition sous des formats différents. Donc, en fait, il faut que à la fois les gens, quand ils sont dans les bureaux, ils soient capables d'avoir un message qui est uniforme. Et moi, un peu mon KPI d'une bonne communication, c'est un truc très con, mais je vais prendre quelqu'un dans les escaliers, je vais lui demander, en fait, pour toi, c'est quoi la strat 2024 ou on en est où sur tel gros projet qu'on a identifié comme étant le projet de l'année pour la boîte. Et en fonction de ses Ouais. réponses, je sais si j'ai fait un bon travail ou pas. Tu vas sur le terrain pour un peu mesurer Ah, c'est l'impact. primordial d'aller demander aux gens ce qu'ils ont retenu et quels sont les messages qui sont passés, parce qu'on a une Ouais. grosse capacité à déformer pas mal les messages aussi. Ce que j'entends Donc voilà. ici par rapport à ton ingrédient, donc c'est un peu en dehors de la communication globale, il y a une notion de personnalisation de la communication en Ouais. fonction de ces strates que tu as définies et une responsabilisation de porter cette communication en interne à chaque fois par rapport aux différentes parties prenantes. Je trouve ça sûr. Je pense que ça doit être beaucoup de boulot, mais je trouve ça super intéressant. Par rapport au KPI que tu as évoqué, je vais peut-être passer la parole là-dessus aussi à Anne-Laure et à Maxime. Question très difficile, mais comment mesurer la réussite d'un changement ou d'un projet justement qu'on est en train de mener? Est-ce que vous avez peut-être défini ces KPI-là en amont du projet ou là pendant le projet pour savoir est-ce que ça part dans la bonne direction ou pas? Alors peut-être. Alors nous, il y a deux choses. Il y a la première, c'est pas vraiment mesurable en tant que tel, mais c'est quand même assez vite identifiable. C'est que chaque année, on a des enquêtes d'engagement auprès des collaborateurs Mm. et on a une fois par an, c'est toujours les mêmes questions. Donc ça permet vraiment de comparer d'une année sur l'autre. Et en fait, on analyse aussi tous les commentaires. Et le premier succès, j'ai envie de dire, qu'on a là maintenant, c'est que dans l'enquête qui a eu lieu là au mois de septembre-octobre, il y a quasiment plus de commentaires sur les locaux. En tout cas, plus de commentaires qui disent quand est-ce qu'on a de la visibilité ou que les locaux tombent en ruine ou qui sont vétustes, etc., obsolètes. Cette année, on a des commentaires qui disent vivement le déménagement, vivement les prochains locaux, etc. Donc déjà, pour nous, c'est un premier succès. Ça veut dire que voilà, on a lancé les déménagements et que c'est une bonne chose. Donc on verra dans le survey de l'année prochaine s'il y a encore des commentaires et dans quel sens ça va. Et la deuxième chose, c'est Génial. un peu ce que je disais. Sur cette notion de survey, je sais que chez Alma aussi, c'est quelque chose que tu as mis en place, Amélie, et qui fonctionne assez bien. Les Pulse, etc. On le voit dans plus en plus d'organisations. Ça, c'est vraiment une bonne initiative, je pense. Ouais, c'est nécessaire pour savoir mesurer Ouais. l'engagement au niveau global des collaborateurs. Nous, on en a 2 par an avec un survey vraiment très complet et 2 autres qui sont juste une question de comment est-ce que vous recommanderiez Alma comme à un ami qui nous permet en fait de mesurer un proxy de l'engagement. Génial. Et alors, je te redonne la parole sur la deuxième partie. Tu disais? Oui, pardon. Et sur la deuxième partie, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est la fréquentation des bureaux. Voilà, aujourd'hui, on a un accord télétravail, mais on sait qu'il va y avoir voilà, une évolution des pratiques. Les équipes aujourd'hui, elles s'organisent pour venir parfois tout en même temps, les mêmes jours de la semaine, etc. Et du coup, on a des jours où il y a beaucoup de monde, des jours où il y a personne. Et on a un dashboard en fait qui nous permet de savoir qui est au bureau quel jour à peu près pour voir justement comment sont réparties les équipes sur les jours de la semaine. Et donc on espère voir une évolution de la fréquentation des bureaux en espérant que ça augmente aussi les vendredis. Voilà. C'est toujours tentant de partir sur ce débat sur le télétravail. On va le garder pour un autre webinaire. Maxime, de ton côté, moi j'ai entendu ce KPI assez simple, ma foi, qui est de dire quand je vais vendre le contrat, quand je vais vendre les contrats, les premiers contrats, à la fin, c'est sûr que c'est ce qui va faire foi. Est-ce que néanmoins tu t'es défini un peu
des objectifs intermédiaires par rapport à ce long projet que tu es en train de mener chez Fujitsu? Ouais. Déjà, ça a permis de recruter de nouvelles personnes. Donc, à chaque fois que j'ai eu la chance de recruter quelqu'un, je lui ai fixé des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme pour que ce soit bon pour lui et bon pour l'entreprise. Donc, il y a une forme de réciprocité, de contrat au moins moral entre les personnes qui ont été recrutées ou qui ont changé de poste et l'entreprise. Donc, ça, je trouve que c'est important et c'est vraiment mesurable. Donc, ça permet aussi d'avoir un suivi et puis de pouvoir se dire, bah voilà, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et puis d'essayer d'accompagner les gens pour que potentiellement aussi ils puissent faire autre chose si ça fonctionne pas. Et de ce fait, j'ai demandé à mon équipe, à l'inverse, de fixer mes KPI à moi. Et donc, comment est-ce que moi, je peux les aider? Et donc là, ils vont revenir avec mes KPI, et donc à court terme, moyen terme et long terme, pour que je puisse les aider, pour qu'on on soit tous ensemble successful. Sur les méthodologies, par contre, on essaie de mettre en place la méthode OKR. Je crois que c'était une méthode qui a été faite par McKinsey, qui est la méthode donc objectif and qui résulte, qui est aujourd'hui partagée, je pense, par beaucoup de boîtes. En gros, c'est de se dire il faut fixer trois ou quatre objectifs qui sont simples et des key résultats qui sont vraiment mesurables. En gros, ça va être, bon, bah là, il faut avoir une notoriété sur le marché. Je participe à la COP, par exemple, ou j'ai 300 téléchargements de mon livre blanc, ou je ne sais quoi. Donc là, on a un certain nombre de KPI et on se dit, bon, bah, on a suivi, on a réussi ou on n'a pas réussi. Et après, de se dire, bon, bah, comment est-ce qu'on a fait et est-ce qu'on peut faire autrement? Ça peut être aussi bah, ce que tu disais, c'est-à-dire en termes de finances, de se dire bah, l'objectif c'est d'être rentable à horizon de 3 ans et donc au bout d'un an faire tant de revenus, tant de marge et au bout dans 3 ans avoir cet objectif-là. Donc ça, je pense que c'est important et on a rajouté quelque chose en plus qui est de réfléchir en termes de people, planet, profit parce que c'est important pour le business que je porte là et donc de se dire eh bien les projets qu'on présente ou les initiatives qu'on prend à chaque fois, on va mesurer l'impact que ça a sur la planète, l'impact que ça a sur les gens, sur la formation de nos collaborateurs, sur l'implication, sur leur progression, et puis en termes de profit pour l'entreprise tout de même, puisque c'est relativement important. Pour donner un exemple d'un des projets sur lequel on est en ce moment, c'est potentiellement l'ouverture d'un nouveau centre en région. Et donc, c'est de se choisir de ne pas le faire à Paris pour avoir un impact régional, plutôt dans une région dans laquelle il y a potentiellement peu d'emplois, pour pouvoir créer de l'emploi. Au-delà de ça, ne pas délocaliser à l'étranger, puisqu'aujourd'hui, le support informatique se fait beaucoup à l'étranger. Donc, avoir aussi un côté de durabilité. Et puis d'être profitable parce qu'on est quand même dans un endroit qui a les bonnes compétences et qui va nous permettre d'être compétitifs en tout cas et mieux armés que nos concurrents potentiellement. Passionnant. C'est assez intéressant ce que tu viens de dire avec cette cohérence globale, en fait, les différents sujets que tu abordes et on sent qu'il y a une espèce de ligne directrice là-dessus. Moi, ça me fait penser à ce que Amélie a évoqué juste avant par rapport à la culture de la boîte. On voit que la culture aussi, pour qu'elle soit, pour qu'elle ait du sens, pour que les gens y adhèrent et que l'engagement se crée, il faut toujours une congruence en fait sur les différentes démarches qu'on peut mener, la manière dont on communique, mais aussi ce qu'on fait au quotidien. Par rapport aux OKR que tu as évoqués, pour rendre à César ce qui appartient à César, il me semble que c'était IBM qui a développé ça dans les années 80. Sans doute McKinsey y a contribué tôt ou tard, il contribue à tout. Mais je crois que c'était IBM qui l'avait fait et Google qui l'a démocratisé au début des années 2000. Et Toi, le sur la spécialiste. notion de... Comment? C'est toi le spécialiste de la Sur, sur formation. la, sur la notion de culture, moi, culture et de why, etc., on en a parlé plusieurs fois. Je recommande le bouquin Infinite Game, le dernier livre de Simon Sinek sur le sujet qui est passionnant. Il est toujours évidemment sur le Golden Circle et le Why What. Ce qui est très intéressant, pardon, sur ce livre, c'est les exemples qu'il donne. Des entreprises, des grosses boîtes américaines ou plus petites ou différentes organisations qui voient en fait le jeu, ce qu'il appelle lui le jeu de l'entreprise, comme un jeu fini, sous-entendu avec un début et une fin, versus ceux qui voient ce jeu-là avec une vision infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début ou pas de fin surtout, et qu'à partir du moment où on se projette dans l'infini, on a tendance à gérer, diriger, manager une entreprise de façon totalement différente.
Et les exemples qu'il donne sont vraiment intéressants. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un livre que je vous recommande d'ailleurs, il me semble qu'il a été traduit en français récemment. Donc vous n'hésitez pas à le lire. On va aller sur la conclusion et j'ai une dernière question pour vous. Si vous deviez euh, faire les changements ou les projets que vous avez menés différemment, ou s'il y avait un élément que vous pouvez changer, peut-être que vous feriez différemment, si c'était à refaire, ce serait quoi? Dit autrement, c'est quoi le conseil que vous pourriez donner, un seul conseil que vous pourriez donner aujourd'hui avec le recul que vous avez, peut-être à vous-même il y a 1 an ou 2 ans en arrière, ou à d'autres collaborateurs qui viendraient travailler avec vous pour bien mener un changement, ce serait quoi? Un conseil ou quelque chose que vous ferez différemment. Je vais passer la parole. Tiens, Anne-Laure. Euh, dans le conseil, moi, je pense qu'il y a l'engagement, c'est hyper important d'engager les collaborateurs. Nous, c'est ce qu'on fait et je pense que si on avait dû le faire différemment, je l'aurais fait encore plus. C'est-à-dire que on a créé nous cette communauté d'ambassadeurs. Donc il y a à peu près 85 ambassadeurs qui représentent toutes les équipes et un peu tous les postes. Et en fait, on leur a donné un peu ce pouvoir d'agir, c'est-à-dire de décider aussi dans ces projets-là, puisque l'objectif c'est d'améliorer leur expérience de vie, leur bien-être, etc. On leur donne aussi le pouvoir de prendre certaines décisions, le mobilier, l'ambiance, voilà, certaines choses, les règles de vie et comment on fonctionne ensemble. Euh, pour mettre en place ce genre de nouvelles cultures comme ça, ou même tout nouveau changement dans une entreprise, mon conseil, c'est vraiment de les engager au maximum et d'être transparent. En fait, la culture du secret, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas du tout. Ça fait des bruits de couloir, etc. Donc, en respectant, en fait, vraiment un process de communication assez clair et en engageant, en étant transparent sur pourquoi on le fait, comment on le fait, demander des avis, etc. Je trouve que ça fonctionne mieux et c'est ce qui permet vraiment d'avoir cette notion de succès et vraiment tout au long du projet et pas seulement à la fin. Pour moi, c'est vraiment un process dans sa globalité. Génial, cette notion de transparence, cette communication. Merci beaucoup, Anne-Laure. Amélie, je te donne la parole. Je pense qu'il y a pas le conseil. Bon, après, on les connaît, mais les mettre en place, c'est toujours la difficulté. Je pense que moi, ce qui m'a pas mal pesé, c'était un côté, il y a certains projets où j'avais pas le bon sponsorship, pardon, et pas forcément au bon niveau. Donc, c'est toujours ancrer un projet ou un changement dans une stratégie globale avec des gens qui sont derrière pour s'assurer qu'en fait, nous-mêmes, après, on a la capacité à fédérer le projet sur toutes les couches de l'entreprise. Et si je peux faire un deuxième conseil, il y a un côté un peu ne pas réinventer la roue. Ce qui est un peu difficile, c'est que parfois, en tant que chief of staff, on est dans des entreprises qui avancent très vite, ou en tout cas en scale-up. Du coup, moi, on me demande souvent de faire l'idéation, la delivery, la communication en même temps. Là où parfois, j'aime bien essayer de prendre un peu plus de temps et prendre plus de hauteur. Donc, il faut trouver l'équilibre entre pas réinventer la roue, aller chercher en externe, mais en fait, d'autres personnes qui ont vécu les mêmes problématiques et à la fois le done is better than perfect, donc de pas vouloir être trop dans le perfectionnisme et du coup, nous, dans notre culture, on a ce test learn repeat de lancer des sujets et ensuite d'apprendre sur le terrain et en fait, d'être un peu dans cette gestion du changement en continu, quoi. C'est intéressant, passionnant. Sur cette notion de sponsorship, je rajouterais, si tu me permets aussi, parce qu'on le voit souvent, notamment sur ce métier de chief of staff qui se démocratise énormément en France, mais qui n'est pas toujours bien compris, d'aller peut-être chercher le sponsorship quand on l'a pas ou quand on sent qu'on l'a pas. Ne pas hésiter à aller le solliciter, à aller le chercher, à aller chercher ce positionnement. Parce que malheureusement, parfois, celui qui peut donner ce sponsorship-là ou ce pouvoir n'en a lui-même pas toujours conscience. Un peu sur ce métier qui est nouveau d'ailleurs en France, même s'il se développe et se démocratise, et on essaie d'y contribuer le plus possible. Merci beaucoup, Amélie. Maxime, je te donne la parole sur ce tips ou si tu aurais fait quelque chose différemment. Non, je pense que pour être chief of staff, il faut beaucoup d'humilité et c'est potentiellement un peu compliqué parce que on arrive tout en haut de l'entreprise, on a l'oreille du DG, on peut tout dire, tout transmettre et influencer beaucoup de choses au sein de l'entreprise. Donc il faut paraître comme quelqu'un d'assez humble, je pense, et au-delà de ça, se mettre au service des gens. Savoir que sa place est tout de même auprès du DG, mais qu'il faut être au service et pouvoir créer une sorte de relation parce que on a rendu service au maximum de personnes et on a un facilitateur, pas seulement pour le DG, mais plutôt au sein de l'entreprise de manière globale. Et de ce fait, pour la conduite du changement, ça me paraît aussi important de se dire, souvent on voit la conduite du changement comme il y a une décision,
donc il faut changer. Donc il y a une approche vraiment du management qui a choisi ça et on va aller par là. Alors que le changement peut aussi fonctionner en embarquant un maximum de personnes et en décidant de manière plus large et en se mettant aussi au service de ce changement et donc de pas voir uniquement par on veut aller là-bas, on a fixé des KPI, il faut y aller, basta, et on communique dessus, mais plutôt de se dire bah, tout ça on le fait ensemble et on va répondre aussi à ce qui sont vos enjeux à vous pour pouvoir réussir, quoi. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup, Maxime, de t'être connecté depuis Dubaï. On compte sur toi pour aller influencer ce qui est en train de se passer actuellement sur cette nouvelle COP. Merci infiniment, Anne-Laure. Merci infiniment, Amélie. Merci infiniment, Maxime. Vous avez représenté super bien en plus vos différentes entreprises, TD Synnex, Alma, Fujitsu. Aux participants, n'hésitez pas à les contacter. Je me permets de le dire à la place de vous trois. N'hésitez pas à les contacter si vous avez d'autres questions ou s'il y a des choses en tout cas qui vous ont inspiré aujourd'hui. Merci infiniment pour ce nouveau webinaire qu'on vient de partager ensemble. On se retrouve très bientôt. Le replay sera partagé par email à toutes les personnes qui s'est inscrites. On le diffusera aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. On se retrouve très très bientôt et merci pour votre énergie. À bientôt. Bye bye. Merci, Yaya. Merci.